Peut-être qu'on va aborder d'abord le lexique. Le premier de vous deux qui veut prendre sur le TCO. En fait, ça regroupe l'ensemble des coûts liés à l'usage ou l'utilisation d'un véhicule. Aujourd'hui, on a toute notre offre de véhicules utilitaires 100% électrifiés. Après, la question se pose, c'est une fois qu'on y a goûté, est-ce qu'on reviendra en arrière? On n'est pas que des vendeurs de voitures, on propose des solutions à nos clients. Un engouement qui n'est pas que fiscal ou législatif. On voit que la croissance, elle s'est accélérée notamment sur les petites flottes. 40% du marché est fait sur des sociétés ayant part plus de 500 véhicules. Il n'y a pas une solution, c'est souvent un bouquet de solutions. On peut avoir un berlingot, mais aménager ce berlingot spécifiquement pour leurs besoins. Et rouler en électrique, c'est rouler en confort. Qu'est-ce qui arrive dans les 15 prochaines années selon vous? On travaille avec nos clients sur le fourgon du futur. On n'a jamais autant parlé de flotte d'entreprise que ces dernières années, notamment de véhicules utilitaires. Enjeu, la transition énergétique des flottes professionnelles qui bouleversent les usages, les choix, mais également les stratégies d'investissement des entreprises. Deux experts qui ont vécu de l'intérieur cette révolution dans le monde automobile me font l'honneur d'être avec nous dans Changement de vitesse aujourd'hui. Arnaud Treille, directeur des activités B2B de Stellantis France, bonjour. Bonjour. Frédéric Chapuis, responsable de la division véhicules utilitaires légers pour Stellantis, bonjour. Bonjour. Cela fait plus de 20 ans que chacun travaille dans l'automobile en France et dans le monde. Avec vous, on va parler concret, comment les entreprises composent leur flotte entre électrique, hybride, thermique, comment est-ce qu'elles investissent, quels sont les vrais freins sur le terrain et surtout quelles solutions fonctionnent vraiment. Merci à vous deux d'être avec nous et bienvenue dans Changement de vitesse. Alors Frédéric, tu diriges Stellantis Pro One. Concrètement, c'est quoi cette unité? Alors nous sommes responsables de toute l'activité de vente de véhicules utilitaires pour Stellantis en France. Nos missions sont assez variées. On a la responsabilité de la mise sur le marché, de choisir en fait l'offre produit, les prix des véhicules que nous allons mettre sur le marché. Et nous accompagnons les marques dans justement la mise en place des offres sur le marché, en publicité, en communication et en offre produits vis-à-vis du réseau. Donc vous choisissez réellement quel modèle va sortir à quel moment et puis comment est-ce qu'on le fait avancer sur l'ensemble du marché? Alors en fait sur les véhicules utilitaires, on a une telle largesse d'offres qu'on choisit effectivement ceux qui conviennent le mieux aux clients potentiels et on essaye effectivement de différencier les marques sur l'approche d'offres produits qu'on va mettre en place. Alors une des marques sur lesquelles il y a justement beaucoup d'offres sur l'utilitaire, c'est Citroën, on y reviendra un petit peu plus tard. Arnaud, toi tu t'occupes de manière plus large des activités B2B pour Stellantis. Exactement. Exactement. Il s'agit de s'occuper effectivement là, de toutes les ventes des entreprises, que ce soit véhicules particuliers, véhicules utilitaires, qu'on partage effectivement avec Frédéric. Et on intervient effectivement dès la PME qui va avoir besoin d'un véhicule, d'un fourgon, jusqu'aux très très grandes entreprises aujourd'hui qui sont parmi les plus grosses en France, les 500 plus grosses en France, donc sur des parcs de plusieurs milliers de véhicules. Et on travaille de concert évidemment avec les réseaux de distribution Stellantis, et en particulier le réseau Citroën. Donc on a la chance d'être adossé à un réseau de distribution d'un peu plus de 1000 points de vente, qui pour la plupart sont aussi multimarques du groupe, donc ce qui permet d'avoir... 1000 points de vente en France? En France, oui. C'est énorme. Ouais. Et 1500 vendeurs spécialisés dans le B2B et l'utilitaire, qui sont effectivement en relais de nos activités auprès des clients finaux. Petites entreprises, moyennes et grosses entreprises. Alors une question qui fait que justement c'était très intéressant aujourd'hui d'aborder le sujet des flottes d'entreprises, c'est la part que représente le nombre de véhicules sur le marché, sur les routes, entre les véhicules achetés par monsieur et madame tout le monde, le grand public, et de l'autre côté, les flottes d'entreprises. C'est quasiment du 50-50, c'est bien ça? C'est quasiment ça, hein, je crois qu'on peut le confirmer, l'année encore qui vient de s'écouler l'a montré. On est sur un marché qui fluctue entre 900 000 et 1 million de véhicules quand on met toute l'entreprise au sens large. Quand on regarde plus spécifiquement les ventes sociétés, plus la location de longue durée, on est autour des 750 000. Mais en gros, une voiture sur deux en France aujourd'hui est une voiture qui a une destination à usage professionnel. Donc c'est pour ça que dans la transition énergétique, finalement de manière générale, les entreprises jouent un rôle clé puisque finalement, ça représente quasiment sur 2 millions de voitures mises sur les routes de France chaque année, 1 million plus ou moins, qui viennent des entreprises, décidées par 15 000, 20 000 responsables de flotte et responsables de PME, et 1 million par 1 million de monsieur et madame tout le monde, encore une fois. C'est assez incroyable, c'est-à-dire que ces 15-20 000 personnes ont la possibilité complètement de faire changer et basculer cette transition énergétique sur laquelle on va pouvoir parler. Alors avant, les flottes d'entreprise, il y a tout plein de mots un peu techniques parfois. Peut-être qu'on va aborder d'abord le lexique, comme ça après on sera tout de suite plus à l'aise. Le premier de vous deux qui veut prendre sur le TCO. Alors TCO, c'est un anglicisme, hein, c'est le Total Cost of Ownership. En fait, ça regroupe l'ensemble des coûts liés à l'usage ou l'utilisation d'un véhicule, y compris la mensualité de financement. Donc pour un client, c'est combien me coûte ce véhicule à l'usage, ramené au kilomètre, au mois d'utilisation.
ça permet de comparer les différents choix qu'il a à sa disposition. Que ce soit les motorisations, les modèles, etc., finalement, on n'est pas juste sur le prix à l'achat, mais vraiment le prix à l'usage. Alors, la car policy, Arnaud ? Je reprends. La car policy, alors c'est un document interne à chaque entreprise qui lui est propre et dans lequel on va retrouver finalement toutes les guides d'utilisation, mais aussi le catalogue, on va dire, des véhicules que l'entreprise souhaite mettre à disposition de ses collaborateurs, que ce soit des véhicules pour des véhicules d'intervention, d'exploitation, mais aussi des véhicules de fonction pour les collaborateurs qui y ont droit. Et donc c'est un choix qui est extrêmement délicat, qui est précis, puisque c'est lui qui va conditionner le coût global du parc automobile dans l'entreprise. Forcément, le TCO va être important dans la décision et évidemment la transition énergétique va venir aussi compléter le dispositif. Ouais. Donc on n'a pas dans les entreprises habituellement en France un catalogue entre guillemets illimité où chacun va choisir son véhicule et aller demander aux responsables des achats. C'est vraiment un catalogue qui est carré, qui est fixé, qui est négocié en amont, j'imagine aussi avec les marques. Oui, qui est négocié avec les constructeurs, avec les lots de longue durée, les financeurs qui interviennent. Et c'est un catalogue qui, par définition, est au moment où il est conçu le plus efficace pour l'entreprise en regard de ses besoins et de son utilisation. Les ZFE, les zones à faible émission, et les ZTL, les zones à trafic limité. Donc ça a fait beaucoup parler ces dernières années puisque ça limite les types de motorisation. C'est les fameuses vignettes critères qu'on a eues aussi un peu partout dans les villes et dans les centres-villes. Frédéric ? Vous avez tout dit. En fait, c'est vraiment les zones dans les villes qui sont limitées à un certain type de véhicules et de motorisation. Et plusieurs villes ont mis en place ces zones de façon plus ou moins grande, élargie. Et du coup, ça force les utilisateurs effectivement au choix de l'énergie s'ils veulent pouvoir agir, vendre, livrer, produire au sein de ces zones-là. Alors attention, là on a le roulement de tambour, on en a entendu parler non-stop fin 2025, début 2026, l'AEN. Allez, je le prends. Avantage en nature, donc avantage en nature, qu'est-ce que c'est ? En fait, certains collaborateurs bénéficient d'un véhicule de fonction, d'un véhicule pour leurs activités. Et c'est une forme d'avantage qui est considérée comme une sorte de rémunération, et c'est valorisé comme tel dans le salaire du collaborateur, et également dans ses charges, mais aussi dans sa fiscalité. Et donc aujourd'hui, le grand changement qui est en train de s'opérer, c'est qu'il y a telles incitations fiscales pour les véhicules électriques que forcément ça a des répercussions, non pas que pour l'entreprise, mais aussi pour le collaborateur, et notamment dans son revenu imposable. Finalement, ça va rentrer vraiment dans la vie des gens et non pas seulement la vie de l'entreprise, la vie fiscale de l'entreprise. Voilà, pour ceux qui ont la chance d'avoir un véhicule effectivement lié à leur fonction. Et donc le gros sujet qu'on a eu à la fin d'année 2025, début 2026, tu peux nous en parler rapidement ? Ça a fait beaucoup parler, on a vu plein d'articles tomber là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au-delà de la fiscalité sur l'entreprise, puisque globalement la loi, l'homme avait porté une taxe annuelle incitative qui incitait déjà effectivement les entreprises à aller vers une trajectoire d'électrification assez soutenue. On est passé désormais en 2026 à 18% du parc qui doit être constitué de véhicules à faible émission. Donc ça suppose déjà un investissement assez important en faveur des véhicules propres et dont les véhicules 100% électriques font vraiment partie. Et est venu se rajouter à cela la partie fiscalité du collaborateur, puisque lui, avec l'avantage en nature aujourd'hui, finalement si on prend un chiffre froid, on prend un véhicule équivalent à un C5 Aircross ou un i3008, eh bien, quand on avait aujourd'hui une valeur globalement d'avantage en nature en base 100, elle est quasiment divisée par 2 dès lors qu'on passe en véhicule électrique sur le même modèle. Et elle peut être multipliée par 2 si on restait en véhicule thermique. Ce qui fait que le collaborateur, si c'est divisé par 2 d'un seul coup, ça l'allège. Ça va forcément l'inciter à aller faire. S'il reste sur du thermique, voilà. C'est un gros sujet dans le foyer, carrément. Voilà. C'est divisé par 2 d'un côté, multiplié par 2 de l'autre, en termes d'abattement sur les véhicules électriques ou en termes de pénalisation sur les véhicules thermiques. Alors, un gros sujet dans les flottes d'entreprise, on l'a dit tout à l'heure, c'est les véhicules utilitaires. Frédéric, c'est ton précaré. Ton expertise là-dessus, d'abord, les entreprises qui viennent vous voir sur les véhicules utilitaires, c'est quoi leur gros sujet, les types d'usages qu'on va aller chercher, puisque ça change du tout au tout quand on est du fleuriste de quartier qui est en toute petite entreprise à la grande entreprise de construction. Si on voulait schématiser et donner une typologie des clients par usage, il y a ceux qui vont servir du véhicule utilitaire pour du transport de personnes, un minibus par exemple. Il y a ceux qui vont s'en servir essentiellement pour de la livraison. Il y a ceux qui vont s'en servir pour aller sur les chantiers, pour de la construction, transporter de l'équipement, transporter du personnel, des choses un peu plus lourdes. Et puis il y a ceux qui se servent de leur véhicule comme un outil de travail, comme un atelier, donc avec des usages différents, des besoins d'aménagement différents,
Voilà, si on devait résumer la typologie, il y aurait ces 4 grandes typologies autour du véhicule utilitaire. Les métiers qui sont le plus représentés là-dedans, ça va être quoi, le type d'entreprise? C'est assez équilibré, mais la construction est, je dirais, celle qui est la plus représentée, suivie de la livraison et du transport de personnes. Et sur le B2B de manière plus générale, sur les autres types de véhicules, on voit qu'on a des entreprises ou des métiers spécifiques qui vont plus avoir des sujets car policy? Pas plus, enfin tout le monde est concerné aujourd'hui, dès lors qu'il s'agit effectivement d'être potentiellement sous le coup de la taxe annuelle incitative, c'est-à-dire toutes les entreprises de plus de 100 véhicules en parc vont forcément, elles, avoir une démarche extrêmement fine, extrêmement calculée, extrêmement mesurée sur le coût de leur flotte en 2026 avec toutes les... Notamment ce qu'on disait tout à l'heure sur le TCO, puisque différence de 1 000 €, 500 € parfois par mois dans le TCO, ça arrive facilement. Oui. Et quand on a 100, 200, voire 1000 véhicules en flotte, ça devient assez costaud. À l'inverse, on voit avec Frédéric aussi un engouement qui n'est pas que fiscal ou législatif pour les petites flottes, donc les flottes de moins de 100 véhicules en parc, parce qu'il y a un vrai sens aujourd'hui à avoir un usage de véhicules électriques ou de véhicules propres. On parlait des ZFE tout à l'heure, c'est le premier vecteur. Et puis il y a aussi un coût, il y a un TCO aujourd'hui sur certains véhicules, certains usages, qui est beaucoup plus efficace en électrique qu'il ne le sera en thermique. Il y a des professions comme les métiers de bouche, les fleuristes par exemple, qui aujourd'hui, vu l'usage qu'ils en ont au quotidien dans un environnement périurbain ou urbain, on trouve vraiment économique et plutôt efficace le fait de recourir à un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. Oui, ça c'est le fameux last mile delivery qui finalement ne touche pas que la livraison pure et dure, ça va toucher aussi le fleuriste, les métiers de bouche, etc., qui vont avoir une zone de chalandise assez limitée et qui vont vraiment réussir à réduire leurs coûts grâce à ça. Pas que du fait politique des ZTL ou ZFE dont on parlait tout à l'heure, en fait de manière plus large, il y a un vrai intérêt pour eux qui est économique. Oui. C'est l'usage. C'est l'usage, tout simplement l'usage. Hein. En fait, ils font peu de kilomètres quotidiennement, donc ils ont le profil type pour passer en électrique. Oui, ils n'ont pas peur de l'autonomie. Ils n'ont pas peur de l'autonomie, ils ont peut-être une solution de recharge chez eux ou chez leurs clients. Et finalement, il y a moins d'entretien sur un véhicule électrique, une valeur de résiduelle qui est pour l'instant mieux tenue sur le véhicule électrique. Donc le coût à l'usage finalement, mis tout au bout, est plus intéressant avec un véhicule électrique qu'avec un véhicule thermique. Oui, puisque quand on dit moins d'entretien, c'est quasiment pas d'entretien. Une voiture électrique aujourd'hui ou un véhicule électrique, c'est une batterie, des roues, donc on a des sujets pneus, freins. Ben après ça, c'est quasiment tout. C'est effectivement le passage à l'atelier est moins coûteux en électrique qu'en thermique, en effet. On a vu l'année 2025, un chiffre qui est assez incroyable, c'est qu'on était à 7-8% de ventes de voitures 100%, enfin de véhicules 100% électriques pour les entreprises en début 2025. On a quasiment doublé, c'est ça, sur la fin d'année? Si on regarde les immatriculations, puis après on parlera peut-être de la tendance commande de la deuxième partie de l'année qui a été quand même assez intéressante. Quand on regarde aujourd'hui... Quand on dit tendance commande, c'est les commandes passées qui vont être finalement livrées en 2026. Voilà, en 2026. Okay. Quand on regarde effectivement ce qui a été livré, immatriculé en 2025, on est sur un mix véhicule particulier, véhicule utilitaire qui est de l'ordre de 19%, 18,8 exactement. Et quand on regarde spécifiquement l'utilitaire, on est quasiment à 12% aujourd'hui, donc en immatriculation. Ça, c'est derrière nous. Après, il y a ce qui va se présenter à nous et qui est issu effectivement des commandes, notamment du deuxième semestre, où il y a eu une inflexion assez intéressante dans les commandes, les grandes entreprises, mais pas que. Et on parlait tout à l'heure aussi des petites et moyennes entreprises. On a vu quasiment sur les grandes entreprises un mix de 30-35% de véhicules 100% électriques dans les commandes du deuxième semestre. C'est énorme. Et je pense sur l'utilitaire, on l'a vu sur les PME, c'était un double. Sur l'utilitaire, on a effectivement ce phénomène-là d'accélération. Et ce qui est intéressant, quand on regarde par taille de flotte, on voit que la croissance, elle s'est accélérée notamment sur les petites flottes, sur l'artisan commerçant, sur le PME, PMI. Donc il y a une vraie prise de conscience du besoin ou l'envie d'aller vers l'électrique. Alors je sais que vous êtes sur le B2B, l'un comme l'autre, mais est-ce que quand on parle des petites flottes finalement, on parle quasiment de manière déguisée de particulier, puisque le fleuriste, ça va aussi être son véhicule de tous les jours ou pas forcément? Est-ce que c'est lié à une tendance qu'il y a dans le grand public ou bien c'est vraiment lié, encore une fois, au secteur entreprise? C'est lié à l'usage. Oui. On revient à l'usage dont on parlait tout à l'heure au début. Quand on parle de petites flottes, alors on peut s'amuser à segmenter de différentes façons, mais ayant en tête que sur la partie véhicule utilitaire en France, 40% du marché est fait sur des sociétés ayant en parc plus de 500 véhicules. Donc 60% est fait sur tout ce qui est inférieur, de façon bien répartie entre les toutes petites flottes, 1 à 4, 10 à 50 et au-delà de 50. Il y a un gros sujet, on l'a
quasiment abordé tout à l'heure. Je vous parlais d'autonomie et finalement, ça vient, vous en parliez de la recharge. La recharge, quand on est fleuriste, c'est une chose, mais alors quand on bosse sur des chantiers ou des déménageurs ou quoi qui doivent bouger non-stop sur la journée, comment est-ce que ça s'organise? Est-ce que ça, vos clients vous en parlent ou bien ils viennent, ils vous commandent les véhicules et puis ensuite ils s'arrangent ou vous avez des partenariats? Comment ça fonctionne ce genre de choses? Alors, tous les cas sont possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, on a une infrastructure qui va au-delà de la voiture. Aujourd'hui, la voiture n'est qu'un élément de l'écosystème global. Et parmi, effectivement, tout l'écosystème, il y a la solution de recharge. Et la solution de recharge, elle est multiple. Elle peut être effectivement sur place, sur un chantier. Et on a aujourd'hui des entreprises qui viennent vraiment donner des niveaux de service avec des systèmes de recharge mobiles à d'autres entreprises. On a aussi des solutions de recharge à domicile, au bureau. Et enfin, effectivement, des cartes qui permettent de se recharger à peu près partout en France, avec une taux de couverture de 98%, je crois, des infrastructures publiques en France. Donc, tout est une combinaison, finalement, des différentes solutions de recharge qu'on a. Ça va effectivement du sur-mesure. Je viens et j'installe un dispositif sur un chantier, ou comme un artisan, comme on l'évoquait tout à l'heure, ou un commerçant qui, lui, va utiliser des infrastructures publiques et peut-être parfois des infrastructures qu'il a dans ses ateliers ou dans son domicile. C'est un vrai challenge parce que pour eux, c'est compliqué à organiser, mais pour vous, dont le métier, initialement, j'ai quand même avec moi 2 experts, ça fait 20-30 ans que vous travaillez dans l'automobile. En 10 ans, ça a été complètement une bascule en fait, de devoir aller gérer jusqu'à la recharge et de trouver les cartes, les installateurs, etc. etc. Ça, c'est vous qui vous en chargez aujourd'hui, c'est le constructeur. On a aujourd'hui effectivement plusieurs filiales qui s'occupent de tout l'écosystème autour du véhicule électrique. L'une d'entre elles, effectivement, c'est Free2Move Charging, qui s'occupe effectivement de la solution de recharge. Et puis c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que chaque entreprise aujourd'hui qui fait confiance aux produits Stellantis et en particulier à Citroën, va avoir effectivement la possibilité d'avoir une étude sur mesure d'infrastructures au niveau du bureau, au niveau des ateliers, au niveau de l'endroit où on produit. Ça peut être aussi la volonté de l'entreprise de mettre à disposition du collaborateur une borne de recharge à domicile, ce qui est notre cas, par exemple. Et en plus de ça, d'avoir pour ces mêmes collaborateurs une carte qui va permettre en itinérance de recharger sur quasiment 98% des infrastructures publiques. Donc oui, on a une filiale qui s'occupe de ça, exclusivement de ça, et qui fait du sur-mesure. Il n'y a pas une solution, c'est souvent un bouquet de solutions liées à l'usage. Alors, je sais que j'insiste un peu sur les VU, mais en fait, ça m'obsède un peu plus parce que les voitures à usage VP, donc voitures particuliers, on comprend que ça fonctionne. Moi-même, j'en ai une. Bon, quand on a des autonomies à partir de 300, 400, 500 km, qu'on a de la recharge rapide sur autoroute, c'est assez facile à envisager. Sur les VU, j'imagine que le travail pour rassurer les entreprises n'est pas le même. Ça doit être un gros sujet. La part que vous proposez vous-même de voitures, de véhicules électrifiés, tout compris aujourd'hui chez Citroën, typiquement, on en parlait tout à l'heure, puisque Citroën, vous avez toute cette gamme-là dans le VU. C'est quoi le pourcentage? C'est chaque modèle existe en 100% électrique ou pas forcément? En fait, le groupe et la marque Citroën avaient vu depuis très longtemps le changement et le besoin de changer l'offre. Aujourd'hui, on a toute notre offre de véhicules utilitaires, que ce soit les petits, les moyens ou les grands fourgons, 100% électrifiés. Donc vous avez le choix entre le thermique ou un électrique. Donc on est capable de répondre à tous les besoins. C'est quoi? C'est thermique, hybride, électrique? Thermique, électrique. Voilà, thermique, électrique, oui. On est directement soit thermique, soit électrique. Il n'y a plus d'hybride sur les VU chez vous, c'est ça? On n'a pas de PHEV en tant que tel. Hein. On est soit thermique avec des solutions de mild hybride MHEV, soit électrique. Ok, ça c'est un choix de la marque assumé de dire en fait on va aller 100% vers l'électrique à un moment. C'est un choix d'avoir une offre assez large. Hein. On n'a pas abandonné, comme certains l'ont fait, le 100% thermique. On a ça aussi, mais on accompagne le mouvement, on accompagne le besoin et très rapidement, l'ensemble de nos fourgons ont été électrifiés. Mais alors, pour les entreprises qui se posent la question sur le véhicule utilitaire, c'est quoi le gros argument qui fait mouche chez eux? Pourquoi ils viennent vous voir sur du 100% électrique quand on est sur un grand fourgon, là où on peut avoir peur des autonomies, une fois que le véhicule est chargé, etc., qu'il doit faire une tournée par exemple? Pourquoi on vient là-dessus? C'est pour le coût, c'est pour la réglementation, c'est l'image, c'est quoi? Alors, il y a plein de raisons. Il y a souvent une raison de contrainte. Hein. Il y a aussi les entreprises, Arnaud pourra en parler, qui sont contraintes pour des différentes
pression fiscale, législative, de bouger vers l'électrique ou de verdir leur parc, comme on dit. Donc il y a cet aspect-là qui n'est pas négligeable. Il y a la contrainte. Il y a la contrainte. Et après après, il y a la société qui évolue, qui bouge, et puis il y a un vrai coût à l'usage qui, selon les cas d'usage, est vraiment intéressant, motive le passage et incite le passage à l'électrique. Et vous qui suivez de près justement plusieurs, j'imagine des grands comptes en plus des grandes entreprises, vous avez des retours d'usage, des retours d'expérience. Vous voyez que là où au début ils viennent vous voir parce que fiscalité ou parce que entre guillemets obligation, ils finissent par s'y faire et à trouver les avantages du 100% électrique. En fait, ils ont été un peu précurseurs. Si on parle des très grands groupes en France en particulier, des grandes entreprises, la plupart d'entre elles avaient déjà initié des démarches RSE depuis un petit moment, qui ne portaient pas que sur le véhicule. Et donc là, on est vraiment dans une phase de transition maintenant vers le véhicule électrique. Ça a commencé effectivement avec les véhicules de fonction, et puis aujourd'hui, on voit venir sur des usages qui sont assez froidement rationalisés, on va dire ça, que le véhicule utilitaire, en tout cas, peut faire partie du dispositif. Ce n'est pas tout le dispositif, mais une partie des usages autorise complètement ça aujourd'hui. Et donc l'éducation, on va dire, ou la transition douce, elle a déjà été faite par la plupart des grandes entreprises en France, au-delà de l'incitation fiscale assez forte qu'il y a aujourd'hui et qui laisse plus trop de doute sur le fait d'y aller. Mais ça vient quand même de loin. Ça vient d'autre chose, c'est-à-dire qu'il y a tout un sujet conscience, image, et qui n'est pas forcément lié ni au coup de bâton, ni à la fiscalité. Ça s'accélère, mais ça vient quand même de loin. On a autre chose justement sur 2026, avec, on en a parlé tout à l'heure, les AEN, etc. Vous-même, de votre côté, est-ce que c'est ce genre de choses, quand vous voyez qu'on pousse dans ce sens au niveau fiscalité et réglementation, ça vous motive côté constructeur à dire bon ok, on va encore aller plus loin, encore accélérer, ou bien ce qu'on voit aujourd'hui de toute façon c'était prévu il y a 10-15 ans, j'imagine aussi? Alors, on est sur une autoroute et on sait très bien qu'on va aller, les lois existent, sont connues, et 95% ou 100% des voitures vendues devront être électriques à l'horizon 2030-2035. Donc nous, on n'a pas attendu, on est déjà sur cette autoroute-là, même un petit peu en avance par rapport aux concurrents, pour être très sincère, notamment sur le véhicule utilitaire. Donc oui, alors après, voilà, on travaille sur le coup d'après, on travaille notamment sur la partie offre, et c'est là où notre métier avec Arnaud a changé, c'est qu'on n'est pas que des vendeurs de voitures, on propose des solutions à nos clients. Donc voilà, l'importance de bien les écouter, d'aménager l'offre par rapport à leurs besoins, à ceux qu'ils ont besoin, le kilométrage, les solutions de recharge. Donc, voilà, donc on package une offre complète et pas seulement un véhicule. Très clair, merci Frédéric. Et il y a quand même des pièges à éviter quand on électrifie un parc, j'imagine. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme qui dirait. On a vu quand même des cas où certaines entreprises, alors je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, parce qu'on apprend aussi avec les autres, mais certaines entreprises sont peut-être allées un peu trop vite, trop fort, et puis se sont retrouvées avec des problèmes logistiques basiques parce qu'ils n'avaient pas forcément bien réfléchi cette transition. Vous avez des exemples comme ça, alors peut-être sans citer des entreprises, mais les gros pièges à éviter quand on va transitionner cette flotte? Le piège à éviter, c'est d'y aller sans avoir froidement analysé le contexte. C'est-à-dire que le premier sujet qu'il faut traiter, c'est quelle est l'utilisation de ma flotte. Et il y a plusieurs types d'utilisation de sa flotte, selon effectivement les différents types d'exploitation. Est-ce qu'aujourd'hui, l'usage que mes collaborateurs ont de ces véhicules, il est compatible avec l'électrification, oui ou non? Et donc, pour faire ça, il faut avoir de la data. Pour avoir de la data, il faut interroger les voitures. Et pour interroger les voitures et pour exploiter la data, il faut avoir un portail qui regroupe tout ça. Ça tombe bien. Data, ouais, on a tout ça, nous, elle vous donne en fait... Ouais. C'est quoi? Est-ce qu'il y a, oui ou non, une bonne note, disons, d'éco-conduite, ce qui fait que la personne ne va pas se retrouver en rade? Combien de kilomètres parcourus en moyenne, c'est ça? C'est exactement ça. Et ça, vous l'avez, c'est un outil, quoi, Stellantis? Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir, nous, parmi l'écosystème dont on parlait tout à l'heure, qui est valable pour l'électrique, mais comme pour le thermique, on a une filiale qui s'appelle Mobilicite, qui nous permet effectivement d'exploiter toute la data qu'embarque une voiture. Et c'est une foultitude de données dont on dispose aujourd'hui sur une voiture, on ne l'imagine même pas. Et ça permet effectivement d'avoir pour le gestionnaire de flotte un mapping très précis de l'usage qui est fait de la voiture en termes de kilomètres par jour, en termes d'usage, en termes de fréquence, en termes aussi d'écart type, en termes d'utilisation d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Et c'est tout ça qui doit froidement nous aider à décider si oui ou non cette partie en tout cas de l'activité est électrocompatible ou elle ne l'est pas.
Et je pense qu'il faut le faire comme ça. Le responsable de flotte, son métier, un peu comme le vôtre d'ailleurs, j'ai l'impression, en 10 ans, il a changé du tout au tout. Oui. Quand vous me dites qu'il analyse de la data pour réussir à faire ses choix, à piloter ses choix, c'était absolument pas le cas avant quand on montait une carte policière en entreprise. C'était pas le cas. Ça l'est effectivement depuis quelques années. Ça s'est fortement accéléré. Et ce qu'on essaie de faire, nous, à travers Mobilisight et nos filiales Free2Move, c'est de lui donner à la fois la data, mais l'exploitation de la data prédigérée, dans un portail qui va lui permettre de piloter sa flotte tous les jours, piloter sa flotte, mais aussi l'usage de sa flotte, son TCO, le coût d'entretien, et d'avoir finalement une démarche prédictive, c'est ça qui est le plus important, par rapport à l'usage qu'il a de sa flotte. Et donc très vite, il va être capable de dire, cette partie de mon activité peut-elle être faite en véhicule électrique, oui ou non. C'est là qu'on arrive un peu sur le sujet de, en amont de mon passage de commande, typiquement sur des véhicules utilitaires, il va falloir que je réfléchisse à où est-ce qu'il faut que je pose des bornes, pas seulement sur mon parc d'ailleurs, il y a même des bornes amovibles selon, voilà, on a un chantier pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, on va avoir des solutions comme ça pour se dire, quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'on peut garder notre flotte puisqu'elle va durer un peu plus longtemps et réussir à charger et être tranquille. C'est ça, Frédéric, aussi? C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça qu'avec notre partenaire Free2Move, notre filiale, on a cet éventail de possibilités, soit par des cartes de recharge pour permettre aux clients de se recharger sur les bornes publiques, soit effectivement des bornes à installer sur le travail ou au domicile du collaborateur. On a tout un éventail de possibilités d'offres de recharge. Et les freins, parce qu'ils existent, c'est quoi les principaux freins quand vous parlez avec des grandes entreprises ou même des plus petites entreprises? Qu'est-ce qui remonte souvent comme point bloquant, disons? Le premier point bloquant, ça a toujours été l'autonomie, ou plutôt la perception d'autonomie. C'est ça, ce qui est assez différent. C'est intéressant, ça. Parce que pour y être passé comme tout le monde, pour la plupart, en fait, au début, il y a une angoisse, une appréhension sur l'autonomie, puis on s'aperçoit très vite qu'avec l'arsenal globalement qu'on a autour de nous, globalement rien ne peut nous arriver. Parce qu'on a été bon en France aussi. Enfin, on a franchement, les infrastructures sont là. Le nombre de points de charge en quelques années, c'est absolument incroyable. C'est aussi ça qui a calmé un peu les angoisses des gens. Et donc très vite, on s'aperçoit que l'usage courant d'une voiture électrique va très très bien, que les solutions de recharge sont quand même très nombreuses aujourd'hui en France et elles sont multiples, et ne serait-ce que sur l'espace public. Même sur un parcours routier ou autoroutier, on voit bien aujourd'hui qu'en 20 minutes, finalement, on est reparti et ça va très très bien. Sachant que de toute façon, c'est le temps de la pause essence. C'est le temps de la pause essence, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Alors, il y aura toujours un peu... Non, mais c'est vrai, moi je me rends compte, j'ai déjà fait le test parce que je le voyais souvent, tu le vois sur des posts LinkedIn où on en parle, c'est un peu de la communication, tu te dis. Et en réalité, je l'ai fait le test en essence et en électrique et très franchement, tu perds pas plus de temps puisque tu as une pause café, pipi, sandwich, machin, et puis on repart. Et c'est le temps qu'il faut pour passer de 20 à 80%, c'est exactement ça. Dans beaucoup de cas en tout cas. Exactement, et puis après la question se pose, c'est une fois qu'on y a goûté, est-ce qu'on reviendra en arrière? La réponse est intéressante. Alors ça, j'ai vu la réponse dans un sondage qui est sorti, je pense, l'an dernier, si je ne vous dis pas de bêtises, qui est que 89% ne reviendraient pas en arrière, ce qui est énorme. Et encore, dans les 11% qui restent, ce n'est pas des gens qui disent « oui, je repars », c'est avec de la nuance. Donc c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, l'expérience en électrique, et je ne pense pas que pour le particulier, je pense aussi quand on est conducteur de véhicules utilitaires, j'ai presque envie de dire c'est encore plus pour l'utilitaire. Notamment chez Citroën. Citroën, c'est toujours la marque qui s'occupe de son client, de son usager, c'est le confort. Et rouler en électrique, c'est rouler en confort. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration. Et qui dit rouler en confort, c'est-à-dire qu'on roule moins stressé. Et moins stressé en utilitaire, c'est plus de productivité. Donc voilà, l'électrique et Citroën, c'est une combinaison parfaite. Ouais, c'est bon pour aussi bien le collaborateur que le responsable de flotte, que tout, puisque finalement... Et en plus, moi j'ai remarqué quelque chose, on ne l'a pas abordé tout à l'heure, mais il y a aussi un sujet formation des collaborateurs. Il y a plein d'entreprises maintenant qui ont compris que quand elles allaient faire livrer des flottes à leurs collaborateurs, des flottes entières de véhicules 100% électriques, pour ne pas non plus risquer que parce que tel ou tel collaborateur avait mal compris le fonctionnement, après il va dire à tout le monde « ah ben non, ça ne marche pas », etc. Ils forment aussi les collaborateurs, des trucs, des modules de 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais apparemment ça change tout ça également, et finalement ça rend aussi le collaborateur plus conscient de sa conduite au global, pas que sur la partie écologique de la conduite. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui, notamment dans les livraisons qu'on peut faire un peu de manière massifiée. C'est très intéressant parce que ça permet de créer un événement de livraison. Donc c'est des choses qu'on a faites, en plus. Ce qui est vachement sympa. Ça permet d'inviter les collaborateurs effectivement sur un site avec
un parcours, des essais, des mises en main avec des chefs de produits. Et donc, c'est un côté un peu Je l'ai sympa. vécu sur un circuit, Voilà, un vrai circuit automobile. Exactement. C'est hyper fun. C'est très sympa. Et puis, ça abaisse aussi un peu le niveau de pression que le collaborateur peut avoir dans cette phase de transition. Et puis, très vite, il s'aperçoit qu'il y a un super agrément au roulage déjà. Et on verra très bien après qu'à l'usage, finalement, une fois qu'on a goûté au BEV, on ne revient pas en arrière. Le BEV, donc on l'a dit, les C'est voitures l'électrique. 100% électriques. Voilà. 100% de la gamme maintenant a son équivalent 100% électrique, pas que en utilitaire, aussi sur les véhicules particuliers. C'est le cas pour Citroën tout particulièrement, puisque toute la gamme a été renouvelée. Et l'intégralité aujourd'hui des véhicules de la gamme Citroën a une déclinaison 100% électrique. On parle de C3, IC3, C3 Aircross, IC3 Aircross, C4, IC4, et désormais C5 Aircross, IC5 Aircross, qui est le fleuron de la marque aujourd'hui sur le segment des SUV, bien évidemment. Très clair. Bon, en fait, il y en a un peu pour tout le monde selon l'utilitaire, le VP, petit, grand, moyen. Sur aussi les types, on a beaucoup parlé d'usage et on a des types de fourgons quand on est en utilitaire. Grosso modo, alors je vais vulgariser, mais c'est petit, moyen, grand. Tout à l'heure, on parlait de Citroën. Je dis pas de bêtises, le grand, c'est le Jumper. On a Jumpy. Jumpy, l'intermédiaire, et le Berlingo. Voilà, le Berlingo. On connaît tous le Berlingo. Jumpy et Jumper. Et donc ça, est-ce que les clients viennent et disent « Bon, ben voilà, moi j'ai besoin de 50 jumpers pour ma flotte, merci, super » ou bien il y a une réflexion commune pour justement bien adapter le besoin en fonction de leur usage? Alors, c'est un tout peu différent. En fait, le marché français de l'utilitaire est un marché mature. Les clients savent ce dont ils ont besoin, savent relier leur activité à la taille du véhicule. Ce qui est intéressant, c'est là où on les accompagne, c'est vraiment affiner l'offre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un berlingot en fonction de leurs besoins, mais aménager ce berlingot spécifiquement pour leurs besoins. Un livreur, par exemple, un traiteur, aura besoin d'une cellule froid négatif ou froid positif. Quelqu'un qui va transporter des ouvriers sur un chantier aura besoin d'avoir une cabine approfondie avec des sièges supplémentaires pour transporter à la fois du personnel et du matériel. Ça, c'est pas vous qui faites ça. C'est nous qui faisons ça. C'est nous qui faisons ça. C'est nous qui faisons ça. C'est-à-dire que c'est le constructeur qui, en plus de finalement créer les véhicules en usine, etc., tout à l'heure on parlait des services, et vous avez aussi l'aménagement. Je suis désolé, mais moi j'ai toujours cru que c'était des équipementiers spécialisés, des aménageurs spécialisés qui s'occupaient de ce genre de choses. On est fournisseur de solutions. Donc on a parlé tout à l'heure de la partie électrification, éléments de recharge. On offre des solutions clés en main pour nos clients, et aujourd'hui sur le catalogue, sur nos véhicules utilitaires, on a une panoplie d'offres de véhicules transformés qui couvrent à peu près 70-80% des besoins des clients. Pour les transformations et les usages un peu plus spécifiques, ambulance, des choses un peu plus complexes, on a un réseau de 100 partenaires avec qui nous travaillons pour proposer des aménagements, des transformations très spécifiques. Mais ça passe toujours en fait par vous, c'est-à-dire par votre réseau, c'est-à-dire que vous allez dire, bon bah ça, c'est pas nous qui gérons, mais on te renvoie vers tel partenaire, quoi. Nous travaillons main dans la main avec ces partenaires-là et avec notre réseau. Donc c'est une question de tripartite, on va dire. Et pour le client, tout est transparent. Il reçoit le véhicule mis en main par son point de vente, transformé ou par nous directement en usine, ou via nos transformateurs. Mais pour le client, c'est transparent. On définit son besoin avec lui, on définit la transformation pour lui, et on lui livre ce dont il a besoin. Ça, c'est nouveau, ou bien c'est quelque chose qui a toujours existé, le fait que le constructeur, là en l'occurrence on parle de Citroën, ou de Stellantis, mais aille jusqu'à modifier le véhicule. Dans ma vision de la chose, on avait une usine qui faisait sortir des voitures, ou des véhicules utilitaires, et puis ensuite, chacun s'arrange entre guillemets à sa sauce. Là, vous êtes en train de me dire l'un comme l'autre que c'est pas du tout ça. Le besoin a toujours existé, parce que les clients sont tous différents, mais on a fait mûrir cette offre au fur et à mesure, et aujourd'hui, depuis maintenant de nombreuses années, Citroën a une offre extrêmement large, extrêmement complète sur tous les usages qu'on peut imaginer d'un véhicule utilitaire. Oui, en fait, vous avez tellement géré de situations par le passé que maintenant, vous allez jusqu'au bout de la chaîne en disant, avant même qu'on me demande, moi je suis traiteur, comment je dois faire, etc., on a telle possibilité pour le froid, on a telle possibilité pour le fleuriste, pour l'atelier. Moi, j'en vois parfois dans la rue, je trouve ça super sympa, les véhicules utilitaires transformés en atelier. C'est fascinant. Le gars a un atelier, mais à faire pâlir pas mal de vrais ateliers physiques, mais sur roue. Les ateliers, les food trucks, on a plein de choses sympathiques à proposer. Ouais. Génial. On va même plus loin aujourd'hui, puisqu'en bout d'usine, on a effectivement la possibilité d'aller encore plus loin dans la customisation. Alors c'est valable pour l'utilitaire, mais c'est aussi valable pour le véhicule particulier, puisqu'on peut embarquer nous-mêmes des composants ou des rangements qui sont très très spécifiques à l'entreprise, directement en bout de chaîne, de manière à ce que forcément on gagne en temps de traitement
tout le monde est gagnant, hein. C'est intégré directement en sortie d'usine. Le temps est beaucoup plus court, la voiture ne fait pas 3 fois le Tour de France, et donc le client est livré beaucoup plus vite. Voilà. On va jusque là. Ça, c'est grâce, encore une fois, finalement, aussi à de la data, de savoir qu'est-ce qui se trouve où, à quel moment. Alors, c'est pas que ça pour le coup, Ouais. c'est surtout déjà de pouvoir avoir une solution intégrée de mise à disposition du matériel dont le collaborateur a besoin dans sa voiture dès que la voiture a été produite. C'est éviter d'avoir des temps morts dans toute la chaîne logistique. Et c'est pour ça qu'on intègre effectivement les équipements spécifiques dont le collaborateur peut avoir besoin dès que la voiture a été produite en sortie d'usine, ce qu'on appelle custom fit chez nous. Et donc c'est encore une composante supplémentaire qui vient enrichir l'offre qui est faite et en utilitaire et aussi en véhicule particulier. Que ce soit une offre maison faite dans nos usines ou avec nos transformateurs agréés, à la commande, on définit le besoin du client à la commande, on valide avec lui ce dont il a besoin, et la commande, c'est de la data effectivement qui part vers l'usine, et l'usine sait exactement ce que le client a besoin, quels sont les composants qu'on doit rajouter, et voilà, et tout est fluide entre la fabrication, le transport et la livraison chez le client. C'est incroyable. Bon, vous avez derrière vous la DeLorean, mais je suis en train de me dire qu'on est vraiment dans le futur, quoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le monde automobile avait évolué au fur et à mesure, mais là, il y a eu une intensification, j'ai l'impression, en 10-20 ans maximum, qui a été permise finalement par le digital, la data, et puis le véhicule électrique. Mais on est en train de vivre un coup d'accélérateur comme jamais on l'a vu dans le monde automobile, alors même que parfois on nous dit, bon bah ok, le monde automobile ces derniers temps, on ne sait pas. En réalité, moi quand je vois que les constructeurs s'adaptent à ce point-là pour aller dans le sur-mesure, on se dit quand même qu'on répond quasiment à tous les besoins qui existent, quoi. Vous parliez tout à l'heure je crois que c'est toi Arnaud, tu parlais de data, de Mobilisite, tu parlais de Free to Move sur la recharge, etc. C'est quoi? Il y a encore tout un écosystème autour chez Stellantis ou bien Alors les gros sujets qui sont autour de l'automobile, c'est effectivement toutes les solutions de recharge, de la carte en passant par la borne, en passant par l'infrastructure, on l'évoquait tout à l'heure. Après, on a Mobilisite qui est vraiment la filiale qui nous donne l'exploitation de la data. Et ensuite, on a effectivement Free to Move qui va donner un portail facile à utiliser pour le gestionnaire de parc qui, lui, va avoir un tableau de bord finalement de sa flotte automobile en temps réel. Et après, on a d'autres solutions qui sont plus liées à la mobilité du collaborateur ou à des flottes d'appoint. On a aussi la chance d'avoir dans le groupe une marque de location courte durée qui est Free to Move Rent et qui permet en complément de dispositif d'avoir des véhicules de location à disposition dans les réseaux de distribution. C'est-à-dire chez le concessionnaire Citroën, à côté, il y a un guichet qui permet de disposer de véhicules particuliers ou utilitaires. Notamment, c'est très utilisé pour les solutions de mobilité quand les voitures sont en entretien, mais aussi en flotte d'appoint, dès lors qu'il y a un pic d'activité à traiter. Mais là, ce dont on parle, c'est le cas pour des grandes entreprises ou des grandes flottes où, tu vois, typiquement, un responsable de PME, souvent c'est le patron qui gère ça, ou bien quand c'est un peu plus grand, une personne qui est responsable des achats ou de l'administratif, qui a un sujet. C'est-à-dire que la partie data, etc., c'est accessible quand on a un fleet manager de 50 véhicules ou plus, ou c'est aussi plus largement ouvert? Alors c'est ouvert effectivement à celui qui va gérer le parc de véhicules ou son équipe. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, nous, c'est qu'on n'arrive pas avec une solution que Stellantis, puisque quand on arrive sur un parc, on veut avoir une solution complète. Les filiales qui sont les nôtres aujourd'hui, elles sont capables de gérer du Citroën, du Stellantis, mais aussi des marques concurrentes pour que le gestionnaire de flotte puisse bénéficier d'un portail qui lui permet de gérer toute sa flotte. Toute sa flotte. Donc on n'est pas uniquement polarisé sur les véhicules du groupe. Et ça présente un énorme intérêt pour lui. Parce que donc les voitures concurrentes. Exactement, les voitures concurrentes, on les embarque de la même manière. Et ça permet effectivement d'avoir une démarche en fait, de pilotage complète de sa flotte, quoi. Autrement, si jamais je commence à avoir un outil Stellantis, un outil ceci, un outil cela, c'est impossible. Non. Mais la data, elle n'est pas l'exclusivité, l'apanage des grosses sociétés, puisque dans notre offre de services connectés, on offre des choses assez simples comme la navigation connectée, l'alarme connectée, l'assurance au kilomètre. Ça intéresse tout le monde. Pas uniquement les grosses flottes, ça peut intéresser ça intéresse, mais est-ce que c'est accessible pour eux? Alors, eux, ils peuvent accéder à ce genre de service quand j'ai 2 voitures ou 4 voitures? Alors pour Citroën, pendant un certain nombre d'années, pendant 3 ans, 5 ans, l'offre est gratuite au départ, après elle devient payante, mais c'est accessible à tout le monde dès le départ. Donc c'est inclus dans l'offre qu'on fait du véhicule. Typiquement, dès lors qu'il va s'agir d'avoir de la data à disposition quand on est utilisateur d'un véhicule de fonction ou d'exploitation, on a à travers le mobile, à travers notre application effectivement Free to Move, déjà beaucoup de data à disposition sur l'usage du véhicule, sur notamment les solutions de recharge qui sont à proximité avec e-Route. E-Route, c'est le module en fait dans l'application qui va vous dire quel est
le schéma idéal et le trajet idéal et l'endroit le plus facile. Je mets mon point de départ, mon point d'arrivée, il va me dire ok, il faut faire une petite sortie à tel endroit pour recharger, ou pas forcément d'ailleurs de détour. Ou pas de détour, ou à proximité, il y a une solution hyper rapide là. Voilà. Donc toute cette data en fait, elle peut être utilisée de manière extrêmement simple pour un collaborateur qui a un besoin simple, et très sophistiqué pour un gestionnaire de flotte qui lui forcément est très intéressé par le coût de sa flotte à la route et son TCO global. On a parlé du passé, on a passé pas mal de temps sur le présent, avec tout ce qui a été fait. Justement, tout à l'heure, je vous disais, ce qui est aujourd'hui sur nos routes, ça fait 10 ans, 15 ans que c'est pensé. Aujourd'hui, c'est quoi ce à quoi on doit s'attendre, aussi bien en termes de services que de type d'automobile ou de véhicules utilitaires? Qu'est-ce qui arrive dans les 15 prochaines années, selon vous, avec l'expertise que vous avez, avec justement la force des 20-30 ans d'experts automobiles que vous êtes? Il veut tout savoir. Hein. Il veut tout savoir. On ne va pas tout dire. Par contre, les orientations, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure au départ, c'est lié à l'usage. Donc on essaye et on travaille avec nos clients. Hein. On a un exemple, on ne va pas le citer ici, mais d'un client avec qui on travaille sur le fourgon du futur. Hein, par rapport fourgon du futur. C'est quoi son besoin, quels sont ses usages, comment leurs chauffeurs, leurs livreurs utilisent le fourgon. Donc on va vraiment bien au-delà de la simple conduite du véhicule. C'est comment je peux faciliter l'accès à la partie chargement, à la partie livraison, comment je peux l'aider à optimiser ses trajets. Voilà, on a plein de travaux au-delà du simple véhicule pour proposer encore une fois des solutions à nos clients et pas uniquement des véhicules. Ouais, donc ça, on le voit, c'est vraiment rentrer de plus en plus dans le sur-mesure et essayer d'aller chercher au maximum comment répondre à un besoin réel, grâce à la data aussi et en interrogeant. Et sur les véhicules particuliers aussi, un gros sujet sur l'électrique, c'est les plus grands véhicules, tu vois, typiquement tout ce qui est 7 places, ouais. Quand on a des familles nombreuses ou qu'on a aussi besoin de plus de coffres. Ce mix-là, puisqu'il y a le véhicule utilitaire, il y a le véhicule particulier, 4-5 places, comment est-ce que c'est abordé dans l'électrique ? Typiquement aujourd'hui, donc la direction est prise pour l'électrique, je crois qu'on l'a tous compris. Ouais. Après, on se nourrit nous aussi beaucoup finalement des besoins de nos clients. Enfin, j'en ai plusieurs en tête évidemment, mais typiquement quand il s'agit de regarder les possibilités de développement de C3 Aircross, par exemple en France, auprès des grandes entreprises, très vite on s'est aperçu, en discutant avec les clients, que l'avantage d'avoir plus de places en complément des 5 places de la voiture était un game changer, comme on dit, pour nous, et que ça marche aujourd'hui. Et la voiture est en train de décoller et de montrer de très beaux résultats, parce qu'on a su globalement aussi, pour une partie effectivement des collaborateurs, leur faire bénéficier avec un package extrêmement compétitif d'une version 5 plus 2, qui va servir effectivement dès lors qu'il faudra prendre les copains à la sortie de l'école ou ramener les copains du tennis. Ça peut toujours aider quand on a des enfants. Oui, aussi, c'est vrai. On est pas obligé d'avoir une famille très nombreuse, voilà, finalement. Exactement. Donc, mais ça, j'ai vu autour de moi que, à date en tout cas, ouais. Les gens qui en cherchaient, puisque moi je suis un peu le petit expert voiture électrique pour mes copains, ma famille, ça coûte assez cher. C'est-à-dire que là tu dis c'est plus accessible, parce que tout ce qui existe, je ne vais pas citer les marques, mais on est sur des coûts qui sont quand même hyper élevés. On a réussi, là maintenant, on arrive à une époque où on réussit à maîtriser le budget sur ça. Alors on arrive aujourd'hui par le TCO globalement ouais. à avoir un équilibre. On fait en sorte effectivement que les composantes du coût de la voiture électrique soient plus favorables et on l'obtient, pas toujours mais on l'obtient la plupart du temps. Et c'est vraiment ce qui guide aujourd'hui finalement le choix vers l'électrique, puisqu'il y a dans la composante du coût, il n'y a pas que le coût d'achat, il n'y a pas que le loyer financier, il y a tous les autres paramètres, il y a l'énergie, l'assurance, la fiscalité. Et donc aujourd'hui effectivement on est en train d'arriver à avoir un coût d'usage électrique qui est, si ce n'est équivalent, parfois inférieur et souvent inférieur, dès lors qu'on a fait les bons choix en termes d'usage. Bon, on l'espère. Avant de se quitter, moi j'aimerais bien, de votre part à chacun, the conseil pour les responsables de flotte, les DAF, les responsables achats, les responsables RH, les responsables RSE. Dans les entreprises françaises aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'électrification, sur la gestion de sa flotte. Si chacun de vous peut me donner un conseil ultime pour les responsables sur ces sujets-là. Moi, je vais donner un mot, c'est rationaliser, c'est avoir une approche extrêmement froide et rationnelle. C'est sûrement ce qui va guider le meilleur choix. Puis après, il y a tout un accompagnement à faire, mais qui évidemment est assez rapide. Une fois qu'on l'a fait, on arrive vite à convaincre les collaborateurs de l'agrément de l'électrique, au-delà de l'aspect économique qui n'est plus approuvé. Essayer, c'est l'approuver. Mais les équipes d'Arnaud font un travail formidable de faire essayer les véhicules électriques.
particuliers avant de passer à utilitaires. l'achat, etc. Alors bien sûr, il faut rationaliser, s'assurer que les usages soient conformes, mais une fois qu'on est dans un électrique, qu'on utilise un électrique, on ne viendra pas en arrière. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Frédéric, merci Arnaud d'avoir pris le temps de décortiquer avec moi en un peu moins d'une heure les enjeux des flottes d'entreprises et de l'électrification des flottes d'entreprises en France. À très bientôt pour un prochain épisode de Changement de vitesse et merci encore à vous deux. Merci. Merci.